Bienvenue à la Bibliothèque nationale de France dans cette exposition imprimée L'Europe de Gutenberg qui est présentée dans la grande galerie de la Bibliothèque François Mitterrand jusqu'au 16 juillet. Mon nom est Nathalie Coilly, je suis conservatrice des bibliothèques et je travaille à la réserve des livres rares où je suis chargée des collections d'imprimés de la deuxième moitié du XVe siècle. Dans cette exposition, les visiteurs vont découvrir plus de 250 pièces de la fin du Moyen-Âge, de la deuxième moitié du XVe siècle, essentiellement des livres, imprimés par Gutenberg et les typographes qui lui ont succédé, qui se sont emparés à sa suite de cette technique de la typographie occidentale. L'idée étant de comprendre quels ont été les trois enjeux de cette période. L'enjeu technique qui est premier, comment mécanise-t-on la fabrication du livre à la fin du Moyen-Âge en Europe. Un enjeu commercial qui se développe très vite et qui est très important pour notre période parce que le commerce du livre est concurrentiel en Europe. Et un troisième enjeu qui est un enjeu social. La baisse du prix du livre permet une grande pénétration du livre dans la société de la fin du Moyen-Âge et de la Renaissance, ce qui a une grande importance aussi pour notre histoire, pour l'histoire de l'Europe. Il y avait à la fin du Moyen-Âge un besoin en livre qui était assez conscient, c'est-à-dire que le nombre de lecteurs, d'usagers du livre avait augmenté assez progressivement au fil du Moyen-Âge et dans la deuxième moitié du XVe siècle, il y avait déjà un marché du livre et un besoin en livres qui était assez conscient, mais ce marché était contraint par le fait qu'on était soumis au régime de la production manuscrite, donc relativement lente et effectivement un moyen de produire du livre qui était assez contraint. En mécanisant la production du livre, Gutenberg permet une augmentation absolument inouïe du nombre de livres en circulation. Ça bouleverse complètement les circuits de diffusion du livre à la fin du Moyen-Âge. Ce qui est intéressant, c'est que d'un côté, effectivement, le besoin en livre était conscient et on peut dire que le besoin préexistait, mais la puissance de la presse typographique est telle qu'on va publier, qu'on va mettre sur le marché des livres en plusieurs centaines d'exemplaires, ce qui renverse complètement le rapport de l'offre et de la demande. Et ça, c'est inouï pour l'époque et c'est vraiment une modification absolument essentielle. Alors ce qu'on sait à propos de Gutenberg, il y a quelques sources en Europe qui signalent quel a pu être l'apport de Gutenberg dans la mise au point de la typographie européenne. Quelques sources, ça n'est pas rien pour la deuxième moitié du XVe siècle, qui pointent vers la ville de Mayence et vers la personne de Gutenberg. Ce qui permet d'être à peu près sûr qu'il s'est passé quelque chose d'important et de déterminant pour la typographie européenne, effectivement, à Mayence, vers les années 1450. C'est ce qu'on a tous appris à l'école. Gutenberg invente l'imprimerie à Mayence, en Allemagne, vers 1450. Maintenant, il y a aussi des éléments que cette phrase, encore une fois qu'on a tous appris à l'école, ne dit pas. Et ce que cette phrase ne dit pas, c'est d'abord qu'il y avait un creuset, en fait, en Europe, un creuset technique extrêmement fécond, sur lequel Gutenberg a pu s'appuyer, ce qui nous fait préférer dans l'exposition le terme de mise au point au terme d'invention, qui permet de tenir compte de toutes les techniques de production du multiple qui préexistent à Gutenberg et qu'en fait il réutilise, qu'il réagence d'une manière qui est extrêmement ingénieuse et absolument déterminante, encore une fois, mais un certain nombre de techniques lui préexistaient. Et un autre élément qui est extrêmement important, c'est qu'en fait des techniques d'impression, au sens générique du terme, préexistaient en Asie depuis très longtemps. C'est-à-dire que la chronologie des techniques d'impression asiatiques et la chronologie des techniques d'impression européennes sont extrêmement disjointes. Et les techniques d'impression asiatiques préexistent aux techniques d'impression européennes très largement antérieures. Cet imprimé, le Jigji, est le plus ancien imprimé typographique daté connu au monde, et il est coréen. Il a été imprimé dans un monastère de l'actuelle Corée du Sud. C'est un document qui est exceptionnel parce qu'il porte des sources sur sa propre histoire, ce qui n'est pas toujours le cas, particulièrement en Europe. Et cet imprimé comporte un colophon, ce qu'on appellerait aujourd'hui un achevé d'imprimé, qui signale la technique
et la technique c'est du métal fondu, c'est le terme qui est employé. Le métal fondu, c'est la technique de fabrication des caractères typographiques que Gutenberg a de son côté mise au point. Et la date, 1377, on est au bas mot, 70 ans avant l'impression de la Bible de Gutenberg. Donc ce document, le Jig-Ji, est vraiment le plus ancien imprimé typographique connu au monde portant une date. Alors la grande question, c'est y a-t-il eu un transfert? Gutenberg était-il conscient que des techniques typographiques lui préexistaient? À ce jour, il n'y a pas de preuve d'un transfert de l'Asie vers l'Europe, donc on considère plutôt que Gutenberg n'était pas conscient que des techniques typographiques lui préexistaient, mais encore une fois, il n'y a pas de preuve en réalité. Ce qu'on sait à propos de Gutenberg, c'est que la mise au point semble avoir été relativement longue, c'est-à-dire qu'il a œuvré pendant 10 ou 12 ans pour mûrir son projet, sa mise au point, ce qui peut signaler effectivement un effort, en tout cas conscient, et puis une maturation peut-être un peu longue. En Asie comme en Europe, on peut sérier les techniques d'impression au sens générique du terme en deux grandes catégories, les techniques d'impression xylographique et les techniques d'impression typographique. Les techniques d'impression xylographique sont finalement assez intuitives à mettre en œuvre et toute personne qui a déjà joué avec des tampons encreurs a déjà en fait pratiqué l'impression de manière assez simple. La xylographie, ça consiste dans le fait de graver en relief une planche de bois et de faire ressortir les futurs motifs qui peuvent être de l'illustration ou du texte ou les deux à la fois. Ce sont donc ces éléments gravés en relief qui vont être ancrés et on met en contact avec une feuille de papier et c'est ce contact, un petit peu accentué par une action mécanique à l'aide d'une brosse ou d'un frotton qui permet le transfert de l'encre et donc l'impression à proprement parler. En Asie comme en Europe, les techniques d'impression xylographique sont les premières à apparaître. En Asie, elles apparaissent dès la fin du 7e, début du 8e siècle, c'est donc extrêmement ancien. En Europe, on parle plutôt de 1400 environ. Voilà. Les techniques d'impression typographique, elles, individualisent les signes graphiques. En Asie, cela consiste dans le fait d'individualiser les idéogrammes. Et en Europe, il s'agit d'individualiser les lettres de l'alphabet phonétique, les lettres de l'alphabet latin. Donc le jeu des combinatoires est plus aisé dans notre tout petit alphabet phonétique qu'il ne l'est dans ces systèmes graphiques complexes que sont les idéogrammes, les sinogrammes. Pour vous donner un élément de comparaison, on estime que dans le Jig-Ji, il a fallu employer une case de plusieurs milliers de signes, ce qui est quand même extrêmement complexe à manipuler. Pour imprimer la Bible de Gutenberg, on estime qu'il a fallu entre 240 et 280 signes graphiques différents, ce qui est déjà beaucoup par rapport à l'alphabet latin. Mais en tout cas, vous voyez que la complexité de la case n'est pas du tout la même. Et donc, la manipulation de la case typographique est tout de même plus aisée en Europe, ce qui explique sans doute aussi son succès. Cet imprimé est aussi extrêmement important par son contenu, parce qu'il contient des éléments essentiels du bouddhisme zen. Et c'est un texte qui a été imprimé dans un monastère de l'actuelle Corée du Sud, qui a très probablement été conservé dans un reliquaire jusqu'au XVIIIe siècle. Donc c'est un ouvrage qui a été produit et utilisé à des fins rituelles. Ce qui me semble extrêmement intéressant dans le cadre de cet ouvrage, c'est de comprendre que la technique typographique a dans ce cas été utilisée pour fabriquer un exemplaire unique. C'est le seul exemplaire, en fait, cet exemplaire du Jig-Ji est le seul exemplaire connu de cette édition typographique, et qu'il a très certainement servi à fixer le texte. Et l'édition de référence coréenne a été produite 1 an après au moyen de la technique xylographique. Ce que je trouve extrêmement intéressant parce que ça permet aussi de relativiser l'utilisation des caractères typographiques. En Europe, l'utilisation des caractères typographiques est toujours utilisée dans un contexte commercial et à des fins de diffusion. Et là, c'est un petit peu l'inverse. Finalement, cette technique typographique a servi à fixer le texte et ça n'est pas l'édition de référence. L'édition de référence est une édition xylographique. Je vous présente le bois Prota, qui est la plus ancienne matrice d'impression connue, conservée pour l'Europe. Donc c'est une matrice xylographique, donc une planche de bois gravée en relief. Donc cette matrice était destinée à être ancrée et ensuite on mettait en contact la matrice ancrée avec un support. L'une des questions qui se pose, c'est quel était le type de support. On sait qu'en Europe, les plus anciennes impressions ont été des impressions sur tissu, ce qui était intéressant parce qu'en fait ça permettait de produire du décor
assez facilement et en évitant de travailler le tissu au moyen du tissage ou de la broderie, ce qui était quand même un travail assez conséquent. Et la dimension de ce bois, qui est toujours surprenante, quand on voit le bois Protard, on est toujours surpris par sa taille, a pu effectivement faire poser cette question, ce bois, alors qui est aujourd'hui incomplet, c'est-à-dire qu'on sait que dans sa hauteur, il est probablement à peu près complet, mais dans sa largeur, il en manque au moins la moitié, était d'une taille assez imposante et du coup peut-être trop grand pour être imprimé sur papier. On sait maintenant que au XVe siècle, on était capable de produire en Europe des papiers à peu près de cette taille-là, mais voilà, on continue de se poser la question, le bois Protard était-il destiné à être imprimé sur papier ou imprimé sur étoffe? En tout cas, c'est la plus ancienne matrice xylographique connue, donc vraiment un document, une source extrêmement importante, un jalon extrêmement précieux dans l'histoire des techniques d'impression européennes. Il date de 1420 environ. La Bibliothèque nationale de France conserve 2 exemplaires de la Bible de Gutenberg, qui est mondialement connue pour être le premier grand imprimé typographique européen. Donc la Bible de Gutenberg n'est pas le premier imprimé typographique mondial, c'est même pas le premier imprimé typographique européen, mais en revanche c'est vraiment le premier grand livre. C'est-à-dire qu'on sait qu'avant, la Bible de Gutenberg à Mayence, et probablement Gutenberg donc, a produit des imprimés typographiques, mais très simples, enfin très formels, et qui sont aujourd'hui connus sous la forme de fragments, enfin qui n'ont pas l'importance physique qu'a la Bible de Gutenberg, et c'était des documents beaucoup plus simples à imprimer, des documents d'une page ou de quelques pages ou de quelques dizaines de pages. Quand Gutenberg s'attaque à la Bible, il s'attaque à un livre de 1200 à 1300 pages de texte, c'est donc un travail d'édition absolument colossale. Il s'agit de la Bible dans sa version latine, la Vulgate. Elle s'adresse donc à un public extrêmement spécialisé, un public professionnel, un public de clercs, et d'une certaine manière, il n'a pas droit à l'erreur. On a choisi de présenter les 2 exemplaires de la Bible de Gutenberg conservés à la Bibliothèque nationale pour 2 raisons. La première, c'est pour montrer effectivement ce que physiquement ça représente d'imprimer la Bible en 1450 dans ce format-là, qui est un format de lutrin. Donc vraiment le format qui est destiné aux clercs, aux moines, qui peuvent lire la Bible dans certains moments de leur vie, notamment les repas qui sont pris en commun et au cours desquels on entend en fait la lecture de la Bible. Donc c'est un livre qui est fait pour être lu confortablement à bonne distance sur un lutrin. C'est donc vraiment cet usage-là qui est prévu. Ces 2 exemplaires de la Bible de Gutenberg sont très connus des spécialistes parce qu'ils portent tous les 2 des témoignages qui permettent de comprendre comment Gutenberg et ses associés ont travaillé, en se donnant le temps d'expérimenter, de tâtonner peut-être un petit peu, en tout cas de fixer la manière dont ils allaient finalement, à grande échelle, on parle de 150 à 180 exemplaires imprimés sur ce tirage, donc d'expérimenter, de fixer la manière dont ils allaient procéder. Sur ce volume en particulier, on distingue la toute première ligne de texte, Incipit Liber Bresit, qui est la ligne qui introduit la Genèse, est imprimée en rouge. C'est extraordinaire pour l'époque, ça veut dire que Gutenberg et ses associés Fust et Schoeffer ont entrepris d'imprimer en bichromie, en rouge et en noir. Pourquoi ? Eh bien parce que les repères de lecture des lecteurs de l'époque, les repères de lecture qu'ils attendent, ce sont des repères de lecture en couleur. Aujourd'hui, on joue sur l'équilibre des marges et du texte des blancs et des noirs, mais à l'époque, le manuscrit médiéval est coloré, est en couleur, et on a besoin de ces repères de lecture. Donc Gutenberg et ses associés s'attellent à cette tâche d'imprimer en bichromie. Ils y parviennent en fait, techniquement c'est réussi, et ils abandonnent au bout de quelques feuillets. Pourquoi ? Probablement parce que c'était trop long, trop complexe, trop minutieux. Aujourd'hui on parlerait d'un stade un petit peu expérimental pour essayer d'évaluer le temps, les coûts de production en réalité, et donc à partir du moment où on a compris que c'était plus intéressant d'imprimer uniquement le texte en noir, et bien c'est ce qu'on a fait donc à une plus grande échelle et sur la totalité du tirage de 150 à 180 exemplaires. Ces 2 exemplaires n'ont pas été imprimés sur le même support. Cet exemplaire ici est imprimé sur parchemin, donc un support d'origine animale, et celui-ci est imprimé sur papier, le support qu'on connaît bien. On estime qu'un quart du tirage a été imprimé sur parchemin et les 3/4 sur papier. Ça signale que Gutenberg et ses associés s'adressaient à une clientèle qui était capable d'investir dans ces exemplaires sur parchemin. Ça coûte beaucoup plus cher, un exemplaire imprimé sur parchemin. Mais en même temps, c'est extrêmement robuste, ça résiste bien aux manipulations. Et puis, à la fin du Moyen-Âge, on avait déjà eu l'occasion de comprendre que le parchemin, ça se conservait très très bien. Donc, pour des acheteurs institutionnels,
les clercs, les religieux, qui sont la clientèle en fait privilégiée de cette Bible, cette édition de la Vulgate latine, eh bien ça peut être tout à fait intéressant d'investir dans un exemplaire qui aura été imprimé sur parchemin. Les exemplaires imprimés sur papier coûtaient à peu près 3 à 4 fois moins cher. En ce qui concerne l'impression en bichromie, qui est visible donc sur cet exemplaire, on dirait aujourd'hui que cet exemplaire appartient au tirage de tête, c'est-à-dire aux tout premiers exemplaires qui sont sortis des presses de Gutenberg et qu'on a conservé, même si finalement on avait fait un choix éditorial un petit peu modifié, un peu autre. Donc effectivement, il y a 5 feuillets qui ne sont pas forcément complètement continus, parce qu'en fait on sait qu'il y avait plusieurs équipes qui travaillaient sur la Bible, mais en tout cas 5 feuillets seulement qui témoignent de cette tentative réussi techniquement, mais finalement abandonné, d'imprimer en bichromie. Donc 5 feuillets sur 1300 pages, on est vraiment encore au tout début donc de ce processus éditorial. Après l'abandon de la bichromie, on peut dire que finalement les exemplaires de la Bible de Gutenberg qui vont sortir de l'atelier de Gutenberg, de Faust et de Schoeffer ne sont imprimés que pour ce qui concerne le texte, donc l'impression du texte en noir. Tous les éléments qui sont apposés ensuite, donc les repères de lecture et les décors, les ornements, ont été apposés à la main. C'est extrêmement courant en fait, dans la deuxième moitié du XVe siècle, d'achever les ouvrages à la main. Ça va être l'un des enjeux des typographes de la deuxième moitié du XVe siècle, d'aller le plus loin possible dans le processus de mécanisation de la fabrication du livre. Mais pour certains types d'apports, eh bien finalement, la mécanisation est moins intéressante que le travail à la main. Pourquoi ? Parce que les structures professionnelles de la copie sont toujours en place, les copistes ne disparaissent pas du jour au lendemain, et ça peut être finalement plus aisé, plus intéressant et peut-être plus rentable, pour employer un mot d'aujourd'hui, de faire appel aux copistes pour parachever les documents. Donc c'est extrêmement fréquent dans la deuxième moitié du XVe siècle de rencontrer des ouvrages qui sont finalement achevés à la main. Ici, on s'est amusé à ouvrir les 2 exemplaires de la Bible de Gutenberg, celui imprimé sur parchemin et celui imprimé sur papier, au même feuillet, une même page des psaumes, et en effet, le visiteur peut constater que ça ressemble pas vraiment à un double. On commence, nous, aujourd'hui, par être un tout petit peu interloqués devant ces ouvrages qui ne semblent pas des doubles. Nous, aujourd'hui, quand on attrape un livre sur l'étal du libraire, on est absolument certain qu'il est identique au suivant. Pour la deuxième moitié du XVe siècle, comme les ouvrages ont souvent été achevés à la main, eh bien finalement, la notion de double est un petit peu plus relative. Mais le texte, lui, en noir, a bien été imprimé et il est identique. Le tirage de la Bible de Gutenberg est connu par un témoignage complètement exceptionnel d'un homme qui s'appelle Piccolomini, qui était le futur pape Pie II et qui a laissé un commentaire sur la Bible de Gutenberg qui signale la manière dont cette édition a été reçue et l'étonnement en fait qui en a résulté. Et Piccolomini signale le tirage. Il nous dit mais on m'a dit que on avait imprimé entre 150 et 180 exemplaires, ce qui est inouï pour l'époque. Aujourd'hui, il y a une 50aine de témoins de la Bible de Gutenberg qui sont conservés, alors pas tous complets, loin de là, mais une 50aine de témoins. Ce qui signale aussi justement l'importance qu'on a accordée à la Bible. Elle a été bien conservée en réalité. Bien conservée parce qu'elle a été bien reçue, parce qu'elle a été d'emblée admirée, et aussi parce qu'elle était utilisée par des religieux, des moines, et qu'elle est donc entrée dans des bibliothèques qui étaient un peu les institutions patrimoniales de l'époque et qui permettaient une conservation à long terme. Les typographes qui succèdent à Gutenberg s'approprient la technique et vont à leur tour l'employer, la perfectionner, l'améliorer dans un cadre qui est un cadre commercial. C'est important en Europe de comprendre que le cadre dans lequel se déploie l'imprimerie, les techniques d'imprimerie typographique, c'est un cadre commercial. Donc les typographes vont essayer dans une première phase de restituer de manière mécanique dans les livres tout ce qu'on pouvait trouver dans un manuscrit. Et qu'est-ce qu'on pouvait trouver dans un manuscrit ? Eh bien des caractères non latins, des caractères grecs, des caractères hébreux, de la musique. C'est très important parce que dans tous les livres liturgiques, il y a de la musique et c'est compliqué en réalité d'imprimer la musique, et également de l'illustration. L'un des fils rouges de l'exposition, c'est d'essayer de montrer ce qu'on a tenté pour mécaniser toutes ces opérations, ce qui a pu être réussi de manière très précoce, ce qui s'est avéré un peu plus, peut-être un peu moins réussi sur un plan technique, montrer aussi les tâtonnements, et d'essayer de comprendre que pour toute innovation,
Le typographe devait se poser la question du rapport entre son investissement en matériel et de la clientèle qu'il pouvait espérer. À chaque fois qu'il investit dans un matériel un peu spécifique à l'attention d'une clientèle plus étroite, c'est le cas des caractères en grec par exemple, c'est le cas de tout le matériel qui sert à imprimer la musique ou les sciences, et bien potentiellement le rapport entre l'investissement et la rentabilité attendue peut ne pas être favorable. En tout cas, c'est une question que le typographe doit se poser. L'une des questions que les typographes vont se poser assez rapidement, et on l'a constaté déjà avec la Bible de Gutenberg, c'est la question de l'impression en couleur, donc du texte, mais aussi de l'image, puisque le manuscrit est un objet en couleur. Donc les utilisateurs du livre typographique, du livre imprimé, attendent aussi de la couleur. Alors il y a deux manières de procéder. Soit on considère que cette mise en couleur va avoir lieu à la main, on va la réaliser à la main et après coup, après l'impression, ou alors on tente d'imprimer en couleur. Les œuvres aujourd'hui conservées qui sont les plus spectaculaires en la matière sont signées Erhard Rathold, qui est un typographe de la première génération, qui a voyagé. Il a exercé à la fois à Augsbourg et à Venise. Il est d'origine allemande, comme beaucoup des typographes de la première génération. Ce sont vraiment les Allemands, les artisans allemands qui portent la technique. Et Rathold a sans doute été celui qui a expérimenté le plus, celui qui a porté le plus loin en fait l'expérimentation de l'impression en couleur. Et lui-même a renoncé. Pourquoi? Parce que pour imprimer en couleur, en fait, il faut autant de contre-planches et autant de passages en presse qu'il y a de couleurs. Rathold a imprimé en 2, 3, jusqu'à 4 couleurs, mais c'est relativement compliqué parce qu'effectivement, encore une fois, autant de passages en presse qu'il y a de couleurs, et Rathold lui-même, alors qu'il maîtrise la technique, va y renoncer pour des raisons probablement commerciales, ou de positionnement commercial. Le document qui est présenté ici est peut-être sa réalisation la plus spectaculaire en matière d'impression en couleur. C'est donc tout à fait réussi et pour autant, Rathold ne va pas poursuivre dans cette voie. Cette vitrine contient des exemplaires imprimés dans la deuxième moitié du XVe siècle d'ouvrages scientifiques. Les ouvrages scientifiques posent un problème spécifique parce que l'illustration n'est pas anecdotique, elle sert vraiment à soutenir le propos, la démonstration, et ça fait partie de ces ouvrages pour lesquels l'investissement en matériel imprimant a une importance particulière, alors même que ces ouvrages-là sont un peu spécialisés et donc s'adressent à un public plus spécialisé et donc potentiellement plus restreint que des ouvrages plus génériques. Donc ça pose pour les typographes un vrai problème, une vraie question de positionnement sur le marché. En tout cas, c'est ainsi qu'on l'interpréterait aujourd'hui. Nous avons ici la première édition imprimée de la géographie de Ptolémée, illustrée de cartes. C'est une édition qui a été illustrée de grandes cartes imprimées en taille 12. Donc la taille 12, c'est une technique de gravure en creux qui pose un problème technique un peu particulier puisque cette technique de gravure en creux nécessite l'emploi d'une autre presse que la presse typographique. Elle n'est pas compatible en fait avec l'utilisation de la presse typographique, mais dans ce cas, et puisque les cartes se déploient sur un double feuillet, eh bien, on a pu se permettre d'imprimer les cartes géographiques sur la presse à taille douce et puis les ramener ensuite dans l'ouvrage. Donc, c'était relativement gérable et on a réussi dans ce cas à gérer la difficulté technique que représentait le fait qu'on avait besoin de deux types de matériel imprimants différents pour imprimer le texte et pour imprimer l'image. Je vais essayer d'être à la hauteur de ma collègue Caroline Vran, qui n'a pas pu être présente aujourd'hui, qui est une spécialiste de Dürer et qui est également la co-commissaire de cette exposition imprimée. Alors Dürer est l'un des plus grands artistes de la Renaissance et il a porté très très haut l'art de la gravure sur bois. On ne sait peut-être pas toujours, ou on n'en a pas une grande conscience, que c'est vraiment un homme du livre. Dürer a été formé à Nuremberg, qui est un très grand centre de la typographie dans la deuxième moitié du XVe siècle. Et il a pour parrain Anton Koberger, qui est l'un des plus grands typographes de cette période. Et donc Dürer travaille aussi en fonction de ce nouveau média, en créant des ouvrages dont on peut dire qu'ils sont les premiers livres d'artistes, et en réinventant une forme nouvelle, une manière nouvelle d'investir en fait ce média, le livre, qui désormais est imprimé. Et donc pour lequel lui crée, fabrique des illustrations.
On a choisi de s'arrêter sur l'Apocalypse, qui nous semble extrêmement révélateur. Ces gravures de l'Apocalypse sublimes sont très connues. Quand elles sont présentées, en général, on les présente comme des estampes et on oublie qu'au verso, il y a du texte typographique. Donc on a choisi ici ce dispositif qui permet de contourner l'image et de vérifier qu'en effet, au revers de ces grandes gravures in folio, il y a bien du texte typographique. Et le dispositif qu'a choisi Dürer, c'est de déployer l'image en pleine page, donc sur ce format qui est assez généreux, et de renverser en fait le rapport entre le texte et l'image, puisque le texte est rejeté au verso. Donc le modèle courant d'équilibre entre le texte et l'image médiévale est rompu, il donne la primauté à l'image et le texte est rejeté au verso. Une autre chose qui signale l'intelligence de Dürer vis-à-vis de ce nouveau média, c'est sa relation à la notion d'autorité, c'est-à-dire Dürer se considère comme l'auteur de ces gravures qu'il signe, et dans cet exemplaire de l'Apocalypse, qui a donc bien été publié comme un livre, il signale dans le colophon, ce qu'on appellerait aujourd'hui l'achevé d'imprimer, qu'il sera attentif à ce que son œuvre ne soit pas copiée. Il inscrit un avertissement aux copistes qui nous signale qu'en cette période, le fait de signer son œuvre, le fait de se déclarer l'auteur d'une œuvre, ça a son importance et c'est aussi ça témoigne en plus de son talent artistique, d'une grande compréhension de la circulation des œuvres et des aspects commerciaux au sens propre. Alors cette grande salle est la dernière grande salle de l'exposition, elle ne doit pas faire peur aux visiteurs, elle est volontairement conçue comme une place publique. On a vraiment voulu que notre visiteur ressente ce que les contemporains ont plus ou moins ressenti à l'époque, c'est-à-dire qu'on passait d'une économie de la rareté à une économie de l'abondance, et le livre devenait moins rare, moins précieux aussi, moins cher de toute évidence, et qu'il y avait une forme de massification, enfin quelque chose qui pouvait être assez impressionnant pour les contemporains, de se rendre compte qu'on n'avait jamais eu dans les librairies sur les voies marchandes autant de livres en circulation. On a organisé le propos de manière à rendre compte de l'éventail des contenus, en allant des contenus les plus anciens, les plus légitimes, les plus médiévaux d'une certaine manière, vers les choses les plus neuves. Donc pour le dire vite, on va des contenus les plus savants, les plus universitaires, vers les contenus les plus éphémères, y compris des ouvrages qui sont en fait les ancêtres de nos journaux aujourd'hui, de livres qui sont plutôt édités en latin vers des livres qui sont plutôt édités en langue vulgaire et pour nous, en français, et d'ouvrages qui sont très érudits vers des livres qui contiennent des contenus plus en prise avec la vie quotidienne, des petits ouvrages pour apprendre à lire, écrire et compter, ou des pharmacopées, des livres pour faire des médicaments, des remèdes, des livres de cuisine, de littérature, etc. Alors, je voulais vous parler de ce livre, Le marteau des sorcières, qui est un ouvrage qui a été écrit dans la deuxième moitié du XVe siècle et donc vraiment contemporain en fait de son édition. C'est un texte qui a été écrit pour identifier, reconnaître, interroger les sorcières. Et c'est un texte qui a été édité pour la première fois vers 1487 et qui va être réédité une trentaine de fois jusqu'au XVIIe siècle. Donc c'est vraiment un livre qui va avoir une grande longévité. On le présente parfois comme un manuel pour les inquisiteurs. Et en fait, c'est un livre qui définit le maléfice comme un crime spécifiquement féminin, idée qui va effectivement avoir une certaine longévité à l'époque moderne. L'imprimerie, c'est un outil assez puissant, et là, par cet exemple, on voit que l'imprimerie sert aussi à diffuser des idées qui aujourd'hui ne sont pas considérées comme positives. Donc c'est un petit côté obscur de la force que j'aime bien souligner aussi et qu'on a souhaité marquer dans cette exposition. Le tout petit livre qui est présenté ici est un livre d'arithmétique. Donc c'est un livre dont on voit qu'il tient dans la poche. Donc c'est très très différent physiquement et formellement des premiers livres typographiques imprimés en Europe, qui étaient plutôt des bibles, des psautiers, des choses très savantes d'une certaine manière et liées à un usage liturgique. Ici, c'est vraiment un petit livre très pratique, de tout petit format, et qui est destiné à aider à l'apprentissage de l'arithmétique. Il a été publié en Italie et en italien. Il contient au début des tables de multiplication qui peuvent un peu faire peur aujourd'hui, parce qu'on ne s'arrête pas à 9, il faut vraiment savoir compter. Il n'y a pas de machine à calculer à l'époque, donc les marchands, les urbains, les actifs doivent vraiment savoir compter. Et les deux pages qui sont présentées ici nous montrent comment on pouvait s'aider au calcul mental avec les deux faces des deux mains, en réalité. Donc effectivement, on manipulait des chiffres dans des monnaies de compte
Et donc on s'aide des deux mains pour le calcul mental. Il y a également dans cet ouvrage des exercices, des problèmes avec leurs solutions et qui montrent là encore que c'est vraiment un petit livre qui s'adresse de manière très pratique à une clientèle urbaine, alphabétisée, active et qui représente un peu le deuxième cercle alphabétisé, vraiment la clientèle que la baisse des prix du livre va permettre de conquérir. Ce sont des gens qui savaient effectivement dans la deuxième moitié du XVe siècle lire, écrire et compter, mais qui n'étaient pas forcément lecteurs ou pas forcément collectionneurs parce que le livre manuscrit était peut-être un peu trop cher pour eux. Et donc vraiment ce deuxième cercle alphabétisé, c'est celui des élites urbaines. C'est vraiment celui que l'imprimé typographique va conquérir en Europe. C'est un ouvrage qui a été imprimé dans les années 1490, donc on a une quarantaine d'années après la Bible de Gutenberg. Donc on voit que l'imprimé, de décennie en décennie, pénètre plus profondément dans la société, même si... Alors c'est assez difficile d'estimer le pourcentage de la population qui est alphabétisée, mais il reste minoritaire à ce moment-là. On estime que ça peut être 10% de la population, guère plus. L'une des dernières pièces présentées dans l'exposition et l'une des dernières que vous verrez donc, au long de ce parcours, c'est l'Édit de Worms qui a été imprimé en 1521 et qui est le texte par lequel l'empereur Charles Quint interdit la diffusion des idées de Luther, du réformateur Luther, sur le Saint-Empire romain germanique. C'est un objet qui nous a semblé très emblématique de notre période pour deux raisons. La première, c'est que c'est un imprimé qui n'est pas un livre. C'est un imprimé qui est destiné à être accroché dans la rue, c'est ce qu'on appelle un placard. Aujourd'hui, on parlerait d'une affiche. Ce qui nous montre que l'imprimé peut, au début du XVIe siècle, être complètement éphémère et être destiné à un accrochage public. Ça, c'est quelque chose qui est quand même assez neuf par rapport à l'histoire du livre. Cet imprimé nous montre aussi que le livre et l'imprimé, d'une manière générale, sont dorénavant au cœur des luttes politico-religieuses du XVIe siècle. L'imprimé est un outil de combat pour les réformateurs et va vraiment se trouver au cœur de la crise, des crises politico-religieuses du XVIe siècle. Et une chose qui m'émeut, moi, particulièrement, c'est le fait que cet objet n'est pas dans un état de conservation parfait. Et sur les trois coins, toujours en place, on a toujours des traces, des clous qui ont servi à l'accrochage public de cette grande affiche assez spectaculaire, 1,20 m de haut, mais qui est donc bien un imprimé. On a choisi de raccompagner le visiteur vers la sortie en faisant entendre les voix de savants, d'hommes de la Renaissance qui nous parlent de l'imprimerie un petit peu après coup, pour constater ce que l'imprimerie a apporté en termes positifs, mais aussi en termes négatifs parfois. Celui qui en parle le mieux, c'est peut-être Rabelais, grand auteur national, qui a émis à la fois une opinion positive et une opinion négative. Dans Pantagruel, François Rabelais livre l'un des plus beaux panégyriques à la gloire de l'imprimerie en nous disant mais grâce à l'imprimerie, on peut étudier facilement parce qu'on trouve facilement de bons livres bien édités. C'est un peu ce qu'on dit à nos enfants aujourd'hui, mais enfin tu as tout, pourquoi tu ne travailles pas, c'est si facile. Bon. Donc il témoigne vraiment de cette commodité d'études que vraiment les savants ont constaté. À la fois il est plus facile de trouver des livres parce qu'ils sont plus nombreux, ils sont, on l'espère, bien édités, ils sont moins chers aussi. Et en même temps Rabelais, qui est médecin et qui a édité des livres de médecine, nous dit dans l'entête d'un de ses livres de médecine, mais une erreur dans un livre de médecine, ça peut tuer. Et François Rabelais est extrêmement conscient, comme les humanistes en son temps l'ont été, de la responsabilité qu'ont les auteurs dans l'établissement d'un texte correct. Parce que on a constaté, après avoir rêvé d'éradiquer les erreurs, en particulier les erreurs de copie dans les livres, eh bien on a constaté qu'on faisait d'autres types d'erreurs, qui sont des coquilles, qui sont des erreurs typographiques, et ces erreurs partent avec une puissance décuplée, parce qu'effectivement elles partent à plusieurs dizaines ou plusieurs centaines d'exemplaires. Cette conscience de la responsabilité des auteurs dans l'établissement des textes, c'est vraiment une des choses les plus importantes pour comprendre comment la typographie a été reçue. Les inconvénients qui ont pu être mesurés, ressentis par les contemporains à propos de la typographie sont de deux ordres. Il y en a un qui est lié au caractère commercial de cette entreprise. Des humanistes nous disent il y a des bons livres, mais il n'y a pas que des bons livres. Et vraiment, des ignorants peuvent utiliser nos presses, nos caractères et
et qu'est-ce qui va nous permettre de les discriminer. Donc vraiment un regard extrêmement critique sur le caractère mercantile de cette activité. Et une dernière chose qui est une forme de vertige en fait face à la masse de documents, une masse nouvelle de documents qui sont en circulation et donc à l'intérieur desquels il faut tracer son chemin, exercer son esprit critique. Et il nous semble que ces trois éléments, la responsabilité qu'on a sur la diffusion d'un texte, le caractère mercantile du contexte en fait dans lequel cette activité se déploie et la nécessité d'un esprit critique face à une masse nouvelle, un changement d'échelle dans la diffusion des connaissances sont vraiment trois éléments qui rapprochent la mutation technologique vécue par les hommes du XVe et du XVIe siècle de celle que nous vivons nous en ce moment avec l'émergence des technologies numériques dans nos vies.